Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdouane. Bonsoir et bienvenue dans Regarde ailleurs, votre émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora, avec au sommaire de RIM-Actu, cap sur Raïkoum Chebab, un programme télévisuel où les jeunes Mauritaniens s'expriment. Littérature, Bokar Ndiaye sort La Lune en présence. Le chanteur mauritanien Barkhane est en concert à Paris durant ce mois de février. Nous en parlons dans un instant et nous développerons tous ces titres avec Seta Camara. Après ce sommaire, notre invité, c'est un homme de culture. Il est musicien à ses heures perdues, militant pour le développement de sa contrée en Mauritanie, mais surtout auteur de plusieurs ouvrages littéraires. Le dernier en date s'intitule Serengeti à l'ombre du mal, un roman plein de réflexions où il est question d'une recherche du sens de la vie. Ahmad Sall et Nadal Wakaf l'ont lu, ont lu Serengeti à l'ombre du mal et on ouvre le débat dans un instant avec Oumar Diagne, l'auteur de Serengeti à l'ombre du mal. Vos rendez-vous désormais incontournables de Regarde ailleurs arrivent également. Naira Saint-Père vous parle de la Mauritanie vue de la presse nationale et internationale. Amadou Khan vous fait un survol de l'actu décalé de la Mauritanie vue du net. Et enfin, notre invité répond au questionnaire à la fin de l'émission. Vous savez tout pour le sommaire. Pour réagir à l'émission, une seule page de Facebook. Regarde ailleurs sur rmiinfo.com. Tout de suite, passe à RIM-Actu avec Seta Camara. Seta, bonsoir. Bonsoir. Actu Média pour commencer avec Raïkoum Chebab. Alors oui, le programme télévisuel se passe sur Al Watania. Ce sont des jeunes autour d'un plateau qui discutent de sujets qui préoccupent les Mauritaniens. Alors pour rappel, ce programme existe depuis dans beaucoup de pays arabes comme le Koweït depuis 2009. L'originalité qu'on a en Mauritanie, c'est que l'émission se passe en arabe mais également en français. Donc la thématique de la première émission était l'engagement de la jeunesse. Nous saluons ici tous les jeunes engagés et nous souhaitons une bonne continuation à Raïkoum Chebab. Littérature à présent, c'est à vous nous faites découvrir les bonnes feuilles du recueil de poèmes La Lune en présence. Alors le livre de Bokar Ndiaye est au cœur de l'actualité. Juste pour rappel, il est paru le 29 janvier dernier aux éditions Edilivre. C'est un recueil d'une 50aine de pages. Dans l'ouvrage, il n'est pas seulement question du clair-obscur et de la nuit africaine. C'est à la fois de la rythmique, de la musicalité, d'un envers plus que merveilleux. Une nouvelle carrière commence au pays des 1001 poètes. Nous souhaitons une bonne continuation à Bokar Ndiaye. De la poésie, c'est à on passe à la musique pour finir. Alors pour terminer ce RIM-Actu, je vous annonce qu'un concert live se prépare et arrive à grands pas. C'est celui de Barkhane, le chanteur mauritanien. Il se produira donc le 27 février 2016 sur la scène de l'Oxyde dans le 11e arrondissement de Paris. Barkhane, on ne le présente plus. Il a été finaliste des prix Découverte RFI en 2009 et avait sorti en 2011 l'album intitulé Deysan. Autant dire qu'il est assez connu. Je vous annonce également que Barkhane sera l'invité exceptionnel de Youssouf Chehidji dans Erim Kwazé ce samedi 13 février 2016 à partir de 22h sur rmiinfo.com. Restez donc à l'écoute. Merci Seta, à bientôt. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, le romancier Oumar Diagne nous rejoint sur ce plateau. En l'instant, un son qui est tombé comme un pavé dans la mare. Il faut dire que les auteurs n'y sont pas allés par quatre chemins pour décrire la situation telle qu'ils la voient en Mauritanie. Voici les Oulad Bled dans Varaka. تاك بالضبط جبت صندري رد كذبه قريتوش من الكتبه دولة حكمتها عصابة مطبقة فيها قانون الغابة مقربة منها الصفاقة والمواطنين تعابة قراقة تصاقة حربك تحول بالمادة والسرقة على الأسرة بعد رئيس دولة بلا شهادة نهايتك كيف توك السادة كانوا شاكين عنهم قادة وهما شمن الفسادة حقق جواب الإجرام كانت مش تركه شو حكمتها شركة قالت عليه ببركة شاك على الشعب يخسر بيه كيف تتركه ببركة قابضين دولتنا عدلينها كعكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شخبارك يا أيوة؟ نعم. الشخص الثاني بالأمر وقادر الله بشوف اليوم صباحا. نعم. والآن في حاجة قبل الوصول إليه.
ريجيم وفبرك ما كثر عبرك ناس فهمت كذبك حتى شرك بالله خيك درك شعبي دوري يقوم عليك من الرئاسة دوري يجرك بالساعة حكمته وانت تفبرك ممتن وجهك اسمعني هون لا نذكرك نائب الفرنسي تهمك بالمخدرات حقرك جريدة لموت قردة بذرك تصوير شغلتك طب يظلم مال مهنتك مخبر في حرامك حكم تشري دار باريس فضحتك ما خسرت تركتك مال الشعب قسمتم عليه لك معنا حملك نعين نحاكمك دورنا عدمك ما ظلمك ما لعقك ما لقك ما رقك حاقر الشعب لا ما بنحبك حق جواب الإجرام كانت مش تركه شوفه حكمة شركه كانت عليها ببركه شاك على الشعب يخزى بيه كيف تتركه ببركه قابضين دولتنا عندنا كعكه يتقاسموها كيف تتركه حكم الويل والإجرام ما نازله فيها البركة حكم السرقة ولا خسر مبلغة المسؤولين مجرمين هون منهم شبكة على السرقة متفرقة الحبس ملا موت الكبة زمنك وافي ما تلش خافي الشعب اليوم قال لك كافي ستوب يا صاحب القذافي موريتانيا اجنبي عليها ما يبغيها دايق شعبك كل ثروتها مص قوتها وحدتها شتتها عندك اسمع نعم قول لهم اللي عندك في حالهم يخرجوا المبلغ يخرجوا من ذاك اللي عنده مثال وما يخرجوا واحد من الصناديق نعم يخصم ياخذوا منه المبلغ اللي يداروا نعم قاعد بالرئاسة بالكذب تعدل السياسة انت راضي على المراسة متوكل. Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. À venir, le questionnaire à Regard sur la toile et le kiosque des Rémi. À l'instant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont sur ce plateau. D'abord à nos chroniqueurs. Bonsoir Hamad Sall. Bonsoir Seydou. Bonsoir Nadal Wakaf. Bonsoir Seydou. Bonsoir à notre cher invité Omar Diane. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Regard d'ailleurs. Merci de m'avoir invité. Vous êtes mauritanien, écrivain, homme de culture de façon générale. Avant de parler de vos productions, on va d'abord s'attarder un peu sur vous. Comment est-ce que vous avez atterri en France? Je quittais en 89, j'étais d'abord prof en Mauritanie, puis j'étais détaché au ministère avant d'aller à la direction de la fonction publique. Bon, en 89, comme beaucoup, je suis parti. Voilà. En 89, on va peut-être revenir là-dessus. Dites-nous comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'écriture? L'écriture, je pense, c'est d'abord un dialogue avec soi. Bon, parce que peut-être qu'il y a des choses qui tourmentent un être, qu'il est difficile de communiquer avec d'autres. Donc, on prend la plume pour parler avec soi-même. Ensuite, il y a la deuxième étape qui fait que peut-être qu'un jour qu'on peut parler. Moi, j'ai dit, on écrit pour survivre. Ou moi, j'écris pour survivre. Donc, c'est la littérature qui s'est quasiment imposée à vous? Oui, la littérature, c'est comme je fais de la musique, je pense, c'est pareil, c'est des modes d'expression, c'est des dialogues qu'il est difficile d'avoir avec d'autres, donc j'utilise des instruments. Votre livre à paraître s'intitule « La structuration des pouvoirs en Afrique ». On va en parler d'abord tout de suite de votre dernier ouvrage, comme on l'a dit, « Serengeti à l'ombre du mal ». Nos chroniqueurs l'ont lu évidemment. Je crois savoir que Serengeti, c'est le nom d'un chat. Est-ce ça ou autre chose? Non, Serengeti, c'est parce que, vous voyez, le titre s'appelle Serengeti à l'ombre du mal. Oui. Vous savez, dans les plaines, là, vers la Tanzanie, là oui. Où il y a, je regardais, oui, là, il y a les animaux qui se mangent entre eux. Et ma réflexion, c'est sur comment se fait-il que les hommes sont autant capables de s'autodétruire. Donc j'ai pris cette image, Serengeti à l'ombre du mal. Donc en parallèle, les animaux qui tuent, les hommes qui tuent. Voilà. Ah oui, il y a un autre animal, il y a l'animal chat qui s'appelle Serengeti, qui est ici d'une certaine hybridation. Je pense que vous faisiez référence à ça. Non, je fais la référence à cet espace où des animaux se tuent pour, voilà, les lions qui tuent pour manger, les hyènes, etc. Donc des animaux qui se mangent entre eux, on va en parler tout à l'heure. On a dit que ce roman, il est plein de réflexions. Ça se passe dans un pays imaginaire que l'on devine facilement, surtout quand on est ouest-africain ou mauritanien. Pourquoi avoir choisi l'imaginaire? Non, parce qu'au départ, j'ai commencé par la poésie. Et certains de nos parents, certains Mauritaniens, me disaient que mon écriture était difficile.
Donc, quand j'ai commencé à écrire ce roman, donc j'ai dit je vais écrire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est pour m'adresser aux gens peut-être qui n'ont pas une certaine forme de capacité de lecture. Donc, il y a une histoire narrative dans ce roman. Celui qui est né dans notre région comprendra très bien de ce que je parle. Mais il y a un deuxième niveau qui est celui de ma réflexion. C'est la réflexion, c'est l'aspect philosophique du roman. C'est une réflexion sur le mal. On va d'abord s'attarder sur le récit d'abord en lui-même. C'est le parcours d'un Africain qui est issu d'un pays dénommé Chefo-République de Méthénie. Tchoft République, attention. Tchoft, attention, c'est composé Tchoft République. Tchoft, c'est un mot poulard, la vilaine. Tchoft de République Poulard. Voilà, Chef République de... Ah oui, il faut être... Je pense qu'il faut être Poulard. Tchoft, ça veut dire vilain. Vilain. Ouais, la vilaine. Je crois qu'il faut être aussi polarophone pour assez bien comprendre. C'est un jeu, c'est un jeu. Oui, il y a plein de mots comme ça dans ce roman. Vous avez dit que quelque part, on comprend que cette personne est à la recherche d'une certaine paix intérieure. Est-ce cela? Oui, parce que je suis un être tourmenté. Bayel, donc, qui est le personnage central de ce livre, et son parcours va l'amener dans différents endroits. Il va partir en France, il va partir dans une cité mystérieuse qui s'appelle Cité de la Danse. On laisse aux auditeurs le soin de découvrir s'il va trouver la paix intérieure qu'il est en train de chercher durant tout ce parcours, durant tout ce roman. Je vais donner la parole à nos auditeurs ici présents. Nada, pour commencer. Bonsoir, Mandjaï. Donc, est-ce que vous avez pensé du livre déjà? Alors, j'ai bien lu votre roman À l'ombre du mal, j'ai bien aimé. D'une part, et j'ai d'autres critiques, j'y reviendrai plus tard. Donc, il s'agit en effet d'un récit qui pose des questions essentielles à la vie, qui concerne toute personne réfléchie, tout être humain qui est exigeant à soi-même. Des questions, un titre exemple, pourquoi l'humanité s'est tournée vers la violence, la crainte, la possession? L'argent est-il une création démoniaque pour gouverner le peuple ou autre? Peut-on lutter contre le pouvoir, etc., etc. Donc des questionnements philosophiques qui concernent tout être humain sur Terre. Alors j'ai envie de parler de l'origine du mal. Comme vous savez, El-Ghazali, c'est un grand théologien musulman, considère que la création du monde a été voulue par Dieu à un certain moment. Par contre, pour Ibn Rushd, Averroès, qui pense que si on raisonne de cette façon, il faut admettre que l'apparition d'une cause qui aurait entraîné un changement en Dieu, ce qui nie sa perfection. D'où vient le mal selon le personnage que vous... D'où vient le mal de l'homme ou de Dieu? Et si nous posons la question à Baël, le personnage que vous décriviez dans votre roman, comment répondra-t-il? Il y a deux niveaux de la réflexion. Est-ce que vous me posez la question en tant que croyant ou est-ce que vous me posez la question en tant que quelqu'un qui réfléchit? Là, nous posons la question à Baël, donc il est musulman. Qu'est-ce qui vous dit qu'il est musulman ou il n'est pas musulman? Il le dit dans le livre justement. Oui, puisqu'il il est né dans un milieu musulman. Voilà, il a eu une conversation avec une amie à lui, athée. Même si à un moment donné, il ne participe plus à la prière, mais on croit quand même qu'il est de culture musulmane. De culture musulmane. Il est dit à un moment avec... Mais je pense que c'est justement le débat, parce qu'il y a, si on se place d'un point de vue religieux, ça dépend. Moi, je lis beaucoup de textes, que ce soit le bouddhisme, le christianisme, je lis beaucoup de textes. Dans la réflexion biblique, le mal n'est pas de Dieu. Parce que ce monde n'est pas gouverné par Dieu, il est gouverné par le diable. Et le diable, c'était un ange de lumière, je parle du point de vue biblique, hein, donc tu as donné l'aspect du Coran. Donc ce monde que nous vivons n'est pas dirigé par Dieu, il est dirigé par le diable. Il est dirigé par Satan. Donc ce monde n'appartient pas à Dieu, donc il appartient au diable, d'où tous ces conflits, d'où cette violence qu'on a sur Terre. Mais si je sors de cette conception religieuse, je peux me demander pourquoi y a-t-il le mal en l'homme? Est-ce que ce n'est pas le côté animal qui est en nous? Ou est-ce qu'il y a des forces mystérieuses qui animent l'humanité? Et en ce moment, on peut penser qu'il y a des forces extérieures qui agissent en nous, qui ne sont pas seulement cet aspect, si tu veux, un peu une vision qui prend l'homme comme étant d'abord un animal qui garde encore des instincts grégaires. Donc il y a les deux approches possibles. Mais moi, mon approche personnelle, c'est moi, je pose un questionnement. Je suis d'abord quelqu'un parce que je n'aurais pas écrit un roman si j'avais la réponse. En tout cas, ça reste un débat à notre tranchée.
un débat hyper tranché. On passe la parole à Ahmad Sall. Oui, bonsoir, monsieur Diagne. Qu'avez-vous d'abord pensé des livres oui, tout comme mes collègues ici, j'ai lu le livre. Avant juste de donner mon impression, je vais revenir sur ce que vous avez dit à propos du titre, Serengeti. Vous avez dit que vous faisiez allusion au parc naturel qui se situe en Tanzanie où les animaux s'entretuent. Mais est-ce que vous trouvez juste cette comparaison en sachant que les animaux ne tuent que pour soit se nourrir ou se protéger, alors que l'homme est capable, lui, de tuer ou de faire du mal gratuitement? Est-ce que la comparaison paraît juste? Oui, mais la question de savoir est-ce que l'homme n'est pas seulement un animal aussi, c'est ça la question. Justement, c'est pourquoi je n'ai pas tranché, j'ai donné mes deux versions. Est-ce que l'homme n'est pas un animal, par ailleurs? Et ce n'est pas seulement par orgueil qu'on se considère comme n'étant pas un animal. Ouais, justement, ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans le livre, c'est que concernant les animaux, on est tranché. On sait que les animaux se font du mal juste pour se protéger, juste pour se nourrir, alors que l'homme, lui, le fait gratuitement, comme vous venez de le dire. Comme vous l'avez expliqué quelque part dans le livre. Je ne sais pas s'il le fait gratuitement. Il arrive à l'homme de le faire gratuitement. En tout cas, c'est une question que vous posez dans le livre. Oui, c'est une question que je pose. L'homme tue aussi par recherche de pouvoir, par exemple. Oui, contrairement aux animaux. Oui, voilà. Mais attention, l'animal tue aussi par recherche de pouvoir. Regardez deux lions. Ça arrive, oui. Regardez deux lions quand il veut coloniser Mais c'est aussi pour se protéger. Non, quand il veut dominer une famille, qu'est-ce qu'il fait? Il bat d'abord le chef, ensuite il tue la descendance de l'autre lion. Pour préserver sa propre continuité. Est-ce que cet instinct n'existe pas? La question que je me pose, est-ce que cet instinct n'existe pas en nous? Cette volonté de dominer, cette pulsion de dominer, cette pulsion de prendre la place de l'autre, cette pulsion de maîtriser l'autre. Ça, je parle l'être en tant qu'animal. Je laisse le côté mystique si on veut. Même si on s'attarde un peu sur les animaux, on va passer à la deuxième question d'Ahmad. Tous les animaux, n'entrent pas en compétition qu'avec de la violence où ça se termine en sang. Il y a d'autres animaux qui ont d'autres formes de compétition, soit pour acquérir le pouvoir, ou soit pour avoir l'ascension sur leur compère ou bien leur congénère. Là, je vais revenir à mon impression sur le livre. Après la lecture du livre ou pendant les premières pages, la première idée qui nous vient en tête, c'est que ça ressemble étrangement à un roman publié par Cher Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. Ça retrace l'itinéraire d'un jeune Africain qui, tout au long de son périple, va se poser certaines grandes questions de la vie. C'est le côté que j'ai un peu aimé dans le livre, c'est-à-dire que dans presque chaque dialogue entre les personnages, il y a un débat sur les quelques questions de la vie, même si des fois on reste sur notre faim. Je vais donner un exemple. À la page 13, je pense, ou 12, il y a un débat sur la nécessité de faire aller les enfants à l'école, entre guillemets, des Blancs ou pas. Le débat est intéressant, mais à la fin, on n'a pas la conclusion qu'ils en ont pris. Oui, mais est-ce que le rôle d'un écrivain, c'est de donner des conclusions ou c'est d'interroger? C'est aussi de prendre position. Justement, en aucun moment... Pas nécessairement, parce que je dis que c'est un roman philosophique. Donc, mon but ici, dans ce roman, c'est surtout de poser des questions. Parce que moi-même, je suis tourmenté. Comment veux-tu que moi, en tant qu'être tourmenté, que je te donne des réponses? Donc, je dis que j'ai plusieurs formes d'écriture. J'utilise la poésie, c'est parce que la forme la plus profonde de mes idées, qui sont encore très obscures. Le roman, je suis entre j'ai compris et j'ai pas compris. Et j'utilise un essai quand je crois que j'ai compris. Donc, si j'ai utilisé un roman, c'est à bon escient. Ça veut dire que tout n'est pas clair dans ma tête. Je suis plus dans une attitude de questionnement que dans une attitude de réponse. D'accord. Là, en parlant de ce passage-là, on est dans le débat entre tradition et modernité. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense que vraiment ce débat est dépassé. Tout le monde va à l'école aujourd'hui. Et je pense à aucun moment avoir dit, mais je pense que ce que j'ai dit dans ce roman, c'est autre chose. Et d'ailleurs, un ami vient de sortir un livre qui donne la réponse. Il dit qu'en fait, l'aventure n'est pas ambiguë. Je pense que ce n'est pas le fait d'aller à l'école qui pose problème pour moi. On pourrait avoir le nom de cette... Amadou Iliman Kane, que vous devez connaître, que vous devez connaître, qui est un grand poète sénégalo-mauritanien. Mais je pense que le problème que je pose dans ce roman, c'est la trahison de nos lettrés. C'est plutôt ça qui se pose ici, une question. Ce n'est pas l'école qui est en jeu, mais c'est la trahison de nos lettrés.
C'est plutôt la trahison de l'élite africaine qui est posée plus que la question de l'école. D'accord, on va en revenir après. J'aurais juste une dernière question. Oui, votre récit se situe, on va dire, entre fiction et réalité quand même. Vous fictionnalisez la réalité. Il y a aussi un récit d'un passé historique quand même de la Mauritanie et vous avez une volonté ou l'ambition de rétablir une certaine vérité. Pourquoi n'avez-vous pas choisi, fait le choix de nommer les choses telles qu'elles étaient? Mais je pense que mon but n'était pas de rétablir la vérité, c'était juste pour pouvoir m'adresser à un public. Comme je vous ai dit, avant j'ai écrit la poésie et c'était trop compliqué pour ces gens et qu'ils puissent un peu accéder à mon écriture. J'ai fait un choix entre réalité et fiction. Mais mon but n'est pas de rétablir la vérité. Mon but c'est simplement permettre... J'ai dit avec une intention, avec l'intention. Oui. Donc le fait que j'ai pris un récit qui a une bonne partie de réalité, c'est pour pouvoir m'adresser à un certain public qui m'a reproché jusqu'à présent d'être très hermétique. Voilà le choix. Mais est-ce que ce n'est pas une certaine manière de se décaler par rapport à la réalité en fait? Ah non. Mon objectif, c'était le questionnement philosophique d'abord. Et donc, j'ai pris cette forme simplement pour répondre à, pas une critique, parce que les gens, c'était très gentil en me disant ça. Ils m'ont dit que c'est très difficile à lire. Donc, je me dis, comment je peux satisfaire ce public? Donc, j'ai trouvé une forme intermédiaire, en même temps, entre mon besoin de répondre à mon questionnement philosophique et à satisfaire, par exemple, beaucoup de gens qui ont lu mon roman ont reconnu des personnages. J'ai une question sur ça et on va en revenir après. On va en revenir tout à l'heure. Mais pourquoi avoir choisi cette forme de, de mettre quelques voiles sur des faits des fois, sur des personnages des fois, peut-être que, mais tout en sachant qu'une personne, comme je l'ai dit tantôt, qui est soit mauritanienne ou ouest-africaine, pourrait quand même reconnaître beaucoup de choses. Vous utilisez beaucoup d'anagrammes, vous utilisez beaucoup de figures de style. Pourquoi ce choix? Ce choix, c'est pour satisfaire un public. Donc, je réponds, mon but, c'était de toucher un public. Parce que vous savez bien que notre public ne lit pas beaucoup. Oui. Donc, si je complique encore les choses, les gens ne liront pas, alors que j'écris pour eux. Je vous dis quand même que c'est assez compliqué. Hein. C'est pas un livre accessible à la première personne qui lirait le français. Il faut parce que vous y allez. Hein. Vous citez du Baudelaire, vous citez du Camus. Je pensais déjà avoir fait beaucoup d'efforts. Ça respire un peu même de Nietzsche. Oui, bien sûr. Pour répondre à ce qui a été dit par rapport à Baël, le personnage que vous décrivez dans le roman, on a l'impression que c'est un villageois qui rêve d'un monde idéal, il a une vision un peu naïve, je dirais. Il rêve d'une société plus juste, moins individualiste, mais aujourd'hui, on peut parfaitement être idéaliste en même temps réaliste. Comment vous voyez les rêves de Baël, les personnages aujourd'hui, dans un monde aussi réel, comment vous voyez l'humanité? On m'a souvent reproché ça, et d'ailleurs il y a un des critiques mauritaniens qui dit que je suis un poète idéaliste et tourmenté. Mais j'assume complètement d'être idéaliste. Je pense que le monde on peut être parfaitement idéaliste. Le monde a avancé grâce à des hommes comme Gandhi, grâce à des hommes comme Martin Luther King, grâce à des hommes comme Mandela. Donc il y a un très beau texte de Martin Luther King, qui s'appelle La force de mai. Il y a un des chapitres qui est magnifique, où il dit soyez doux comme une colombe et prudent comme un serpent. Et il dit que la qualité d'un homme, c'est pouvoir en même temps concilier en s'appuyant sur Hegel les principes du contradictoire. La douceur, elle peut aussi s'accompagner d'une fermeté. L'idéalisme peut aussi s'accompagner d'un pragmatisme. C'est pas deux choses nécessairement contradictoires. Mais est-ce que Baël, il est pragmatique? Je me doute quand même un peu. Baël, il cherche l'absolu. Finalement, si vous lisez la fin, vous avez vous-même la réponse. On va. Oui, voilà. Donc je ne donne pas, mais vous savez bien sa réponse finalement face à la vie. Et il y a une conclusion, parce que pourquoi tout d'un coup ce petit coin où vous étiez heureux, il y a quelque chose qui tout ce qui déclenche une folie collective. Pourquoi? Et finalement, comment dire, ce n'est pas un peu décliniste ou sombre quand même? Parce qu'il a une vision du monde, il tire finalement de son expérience une conclusion, simplement. C'est comme si la beauté ne pourrait jamais vaincre dans l'existence humaine. Voilà, si vous voulez, c'est à peu près ça son idée. Mais à un moment, on avait l'impression qu'il avait envie de s'isoler un peu, puisque le monde réel ne lui convient pas, puisqu'il était très idéaliste dans sa tête. Comment aujourd'hui... Vous savez comment il est tombé là-bas? C'est le fou qui l'amène là-bas. Exactement. Vous vous rappelez très bien, c'est le fou qui l'amène là-bas. Quand on me dit cité de la danse, ils y vont, ils se retrouvent dans un endroit
qui lui, il trouve merveilleux, ça n'a pas l'air très, très différent du monde extérieur. Hein, parce qu'ils font de la danse pendant 3 heures. J'ai envie de dire, l'autre, ils prient aussi ou bien ils vont au travail aussi. Hein. Mais parce que la danse, ici, elle a un aspect mystique. Ici. Je crois bien, oui. C'est pour ça que je l'ai comparé à la prière. La cité de la danse, en fait, c'est une cité mystique. Et malheureusement, qui ne gagne pas. Hamad. Oui, moi, je vais retourner encore sur la forme du roman. Vous avez dit tout à l'heure qu'on vous avait reproché d'être... C'est pas un reproche, c'était un conseil. Voilà, c'était juste sympathique. Une remarque. Voilà, parce que j'écris quand même pour des gens, oui, donc je me soucie. Et vous avez pris note de ces remarques et vous avez... J'ai essayé en même temps, en aspirant à écrire un roman philosophique, tenir compte de ces remarques. Exactement. Est-ce que en choisissant de flirter entre la réalité et la fiction, est-ce que vous n'excluez pas une partie des lecteurs en sachant que celui qui ne connaît pas la Mauritanie ou qui n'est pas mauritanien aurait quand même du mal à se saisir de la démarche que vous décrivez. Mais est-ce que Cheikh Hamidou Kane a eu ce problème? Il ne l'a pas eu. Et non, pourtant, je parle de vous, je ne parle pas de non, mais je veux dire que je ne suis pas la première expérience. Ça n'a pas empêché le livre de Cheikh Hamidou Kane d'être compris. Oui. Par exemple, je vais donner un exemple. Justement, mais Cheikh Hamidou Kane, il a pas... On va laisser parler. Oui, je vais donner un exemple. Un jour, je pars voir un médecin. Bon, je l'ai vu en plusieurs contentieux. Finalement, c'est mon médecin. Et on discutait comme ça. Il me dit, bien, qu'est-ce que vous faites avec vos idées? Moi, je dis modestement, j'essaie d'écrire. Il m'a dit, qu'est-ce que vous avez écrit? Moi, je dis, Serengeti à l'ombre du mal. Il m'a dit, c'est vous qui avez écrit Serengeti à l'ombre du mal? C'est un blanc, c'est pas un noir. Il me dit, vous avez une écriture incroyable. On lit votre livre, tout d'un coup, c'est comme des flashs qui reviennent. On a l'Afrique qui se dévoile. C'est un blanc qui me le dit. C'est pas un noir, c'est ni quelqu'un qui est né au Fouta qui me le dit. C'est un blanc qui me le dit. Ce que j'essaie de dire, son avis, c'est que entre un lecteur mauritanien ou qui connaît la Mauritanie et un lecteur, disons, français ou belge, la vision du livre et du récit que vous faites ne sera pas. Heureusement. Oui, mais vous essayez, en écrivant ce livre, est-ce que, vous venez de le dire, vous vous êtes dit que je vais essayer de faciliter mon écriture pour atteindre un public bien donné? Non. Je vous ai dit qu'il y a deux parts. Il y a d'abord mon objectif, moi, c'est de réfléchir sur le mal. Le deuxième, donc, j'arrive à satisfaire celui qui a une réflexion globale sur la philosophie, il sera intéressé, par exemple, sur le chapitre sur la réflexion de la mort, qu'il soit mauritanien ou pas, peu importe. Mais mais vous appuyez vos exemples avec des exemples mauritaniens, ce qui va permettre de mieux comprendre le récit. Oui, j'ai dit. Par exemple, quand vous citez... non, Baudelaire. Non, le président de la Métanie, on va dire. Oui. Comment voilà. Bonande, où je me rappelle. Voilà, langue Bono, on va dire. Oui. Pour moi, le mauritanien, je comprends tout de suite, ça facilite ma compréhension du texte. Alors que, disons... Est-ce que le rôle de l'écrivain n'est pas de créer un langage pour pousser les autres? Pourquoi c'est moi qui dois toujours m'adapter à eux et pas eux m'adapter à moi? Cherchez pourquoi j'ai écrit ça. Parce que c'est vous qui avez les idées. En tout cas, c'est vous qui vous questionnez. Attendez, quand vous... Moi, je pense que Platon, même quand il se questionne, c'est pour être compris à la fin. Même si on l'a obligé, son auteur aborde la sécu à la fin. Et je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent des codes, finalement on arrive à les décoder. Peut-être des fois 100 ans après. Mais non, pas du tout. Mais regardez les travaux qui ont été faits sur les textes comme les auteurs africains qui utilisent un langage très codé. Comment il s'appelle? Pas Soni Labou, l'autre là, celui de la RDSA. Pas Soni Labou, l'autre là, Chikaye Otamsi. Lisez Otamsi par exemple. Lisez Otamsi. Je crée spécial. Mais lisez les textes de Ramti, c'est tout un tas de codes, les textes de Otamsi. Oui, donc, mais en fait, code ne veut pas forcément dire inaccessibilité à un certain public. Non, mais attends, je ne pense pas que ça soit inaccessible. Le jour où un littéraire cherche, il comprendra. Non, je veux vous dire en fait que tout le monde n'est pas littéraire. Moi, je pense... ça, c'est un problème. Voilà. Moi, j'ai compris à ma façon, en tant que littéraire. À ma façon. Vous n'avez même pas besoin de citer Baudelaire pour que je sache quand vous parlez, c'est pas moi d'un oiseau, qu'il s'agit de l'albatros qui est derrière. Vous n'avez pas besoin de citer Platon, vous ne l'avez pas cité une fois, et pourtant, 1000 fois, j'ai retrouvé des idées simplement philosophiques qui vont dans ce sens. Mais sauf que je suis presque certain, par exemple, jusqu'à la page 40, j'ai lu, j'ai compris. J'ai pas gardé grand-chose parce que j'ai trouvé ça, comment dire, là c'était la première partie. Voilà, j'ai trouvé ça
un peu banale, excusez-moi. Elle est descriptive. Voilà, c'est le descriptif. Peut-être c'est l'introduction aussi. Elle est descriptive. Voilà, donc elle est descriptive. Après, voilà, les idées philosophiques, elles viennent derrière. Comment dire, ça charbonne, hein, il faut y aller parce que sinon c'est pas. Mais je pense qu'aussi en même temps j'ai eu un grand plaisir parce que la plupart des gens qui ont lu les livres au pays se sont retrouvés. C'était aussi un de mes objectifs. Donc voilà. Nada alors. Alors moi je reviens sur toujours Baël quand il oppose l'Afrique et l'Occident, les villages et la ville. En fait, il essaie d'idéaliser les villages comme une cité parfaite dans laquelle les individus sont très proches les uns aux autres, ils sont plus solidaires et la ville comme une cité individualise, les individus se déshumanisent, etc. Ah, on ne dit pas de dépravation, je ne parle pas de dépravation. En tout cas, c'est comme ça qu'on le comprend des fois. Je trouve que c'est une pensée binaire. Pourquoi cette opposition village-ville et Afrique-Occident? Pourtant, non, je ne suis pas sûr qu'il y ait une opposition. Justement, le but, ce n'est pas d'opposer. On avait l'impression qu'il oppose quand même. C'est simplement de voir une société en mutation, et tout ce que provoque la mutation. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on voit bien le cadre de la solidarité qui existait dans les villages par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai eu la chance, comme j'ai dit, d'être né dans un village et j'ai eu la chance d'être né avant les années 60 parce qu'il y a une expérience formidable humaine africaine que j'ai vécue, que vous, peut-être, vous n'avez pas vécue. Et souvent, quand on me traite d'idéaliser le village, je dis c'est parce que vous n'avez pas vécu. Certes, on n'a pas vécu, mais de la petite mais réalité qu'on a connue, est-ce qu'on peut se permettre d'idéaliser, c'est pas moi, est-ce que j'idéalise? Non. Un peu, le personnage. On parle pas de vous, on parle de Baël. C'est oui, d'accord. Bon, je pense qu'il y a. On va prendre les pincettes. Oui, mais je pense que dans ce texte, il y a beaucoup une expérience que j'ai vécue. Cette chaleur, par exemple, je vous donne un exemple, entre les Haratines et nous, on était quasiment une famille. Il n'y a pas un jour où tu ne viendrais pas dans une famille où tous les Haratines des alentours venaient manger dans nos familles. Et pourtant, tout d'un coup, on devient ennemis à cause de la politique. Certes, c'est un exemple, c'est un vécu, donc c'est pas de l'imaginaire, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Certes, c'est venu bien après, mais en tout cas, du point de vue, comment dire, idéaliste, d'ailleurs, on peut se permettre, si nous, on peut se le permettre ça, même si on aime bien les idées, des fois on préfère la réalité. Est-ce qu'on peut dire, je vais en venir, est-ce qu'on peut se permettre d'idéaliser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, une société dans laquelle il y a quand même une certaine forme d'esclavage et de ce genre. Non, attendez. Ça, c'est un autre débat. Attention, moi, je parle d'un village. Si vous avez remarqué, je parle de la mentalité, les coutumes, il y a autre chose aussi à mettre en cause. Je ne parle pas de c'est bien d'un village précis dont je parle. Mais les structurations sociales sont transversales. Non, je parle d'un village précis. Hein. Vous savez que même au Fouta, les mentalités ne sont pas mêmes. Entre les gens du Toro et les autres, ce n'est pas la même mentalité. Moi, je parle d'un village très précis. Donc d'une expérience très vécue, ça commence d'abord par un homme quasiment sain. L'histoire, elle est bien faite exprès. Ça commence par un homme quasiment sain, qui est le modèle de Baël auquel il voulait aspirer. Mais son problème, lui, c'est qu'il a tellement d'idées qui lui viennent de partout qu'il est perturbé. Il ne sait pas quel choix qu'il doit faire. Hamad Sall. D'accord. Ma dernière question va porter sur l'impact des œuvres de la diaspora littéraire, on va dire. Pensez-vous que vos œuvres, de manière générale, je ne parle pas de vous, je parle de toute la diaspora littéraire, est-ce qu'elle peut avoir un impact conséquent sur leur société d'origine en sachant que celles-ci n'ont pas tellement accès à leurs œuvres, on va dire ne les entendent pas trop? Je pense je travaille avec des gens qui essayent de faire parvenir les œuvres. Je vais vous donner un exemple. Mais c'est une réalité quand même. Non, je vais vous donner un exemple. Cette maison d'édition, elle travaille beaucoup avec l'Afrique, avec les universités africaines. Oui. Donc je pense que cette maison d'édition, elle arrive. Mais on sait tous que les œuvres des auteurs qui sont installés ici à l'étranger sont plus lus ici qu'en Afrique. Oui. Non, mais ce que je sais... Alors que, paradoxalement, ils essaient de se référer à la société. Absolument. Mais ce que je sais, c'est que cette maison d'édition, elle travaille avec l'Afrique. Donc, simplement. Travailler avec l'Afrique ne veut pas dire... D'abord, moi, je vous dis, au départ, quand j'écrivais, c'était d'abord une
thérapie. Oui. On écrit au départ. C'est une histoire d'une rencontre avec un cousin à moi, Amadou Iliman Khan, et puis voilà, c'est comme ça que la publication a commencé. Mais au départ, l'écriture, c'était pour moi une thérapie. Avant tout, comme je parle, comme je fais de la musique. Voilà. Donc le hasard a fait que mes ouvrages sont publiés. Bon, oui. Voilà, ils sont publiés. Bon, certains vont lire, d'autres ne vont pas lire. Ça, c'est des politiques étatiques qui doivent être faites. C'est à l'État de proposer des politiques culturelles pour que les livres soient accessibles aux populations. Moi, je pense que nous avons fait notre travail. Mais il y a d'autre part l'État qui doit faire son travail pour que la culture puisse être accessible en Afrique. Et j'espère que nous, au niveau de notre radio, qu'on a fait notre travail pour que votre livre soit connu, lu et surtout très compris en Mauritanie et au-delà. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Tout de suite, le kiosque d'Eremi avec Naira Samper. À l'instant, un artiste qui partage sa joie de vivre dans les cérémonies africaines. Plus précisément, Soninké, voici Baleme Kanji Banko Traoré qui célèbre la femme dans Yararu. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. À suivre, un œil sur la toile avec Amadou Khan, puis l'invité répond au questionnaire. À l'instant, j'accueille Naira Samper et on ouvre ensemble les kiosques d'Eremi. Naira, bonsoir. Bonsoir. Que s'est-il passé récemment en Mauritanie ? Alors, au cours de mon travail de recherche pour la création de cette chronique, il arrive souvent que les nouvelles qui constituent l'actualité mauritanienne soient proprement exaspérantes. Dans le sens où il est pratiquement impossible pour un profane ou un étranger d'avoir une idée, aussi infime soit-elle, de ce que ce pays incarne comme rôle dans la région, de sa couleur politique, de son empreinte sociale. Ne parlons pas d'essayer d'entrevoir chez la population mauritanienne une sorte de cohérence dans les principes ou une unanimité sur les notions d'intérêts généraux et de biens communs. Cette réflexion qui me paraît à propos est d'ailleurs parfaitement illustrée par un article paru sur le site d'information mauritanien El Akhbar en date du 28 janvier 2016. On y apprend dès le titre que pour l'ambassadeur américain en Mauritanie, l'islam modéré n'existe pas. On vous écoute, Naira, pour une explication des propos de Larry André, l'ambassadeur des États-Unis en Mauritanie. Vous conviendrez d'abord avec moi que l'un des faits incontestables que l'on sache sur la Mauritanie, c'est qu'il s'agit d'un pays majoritairement musulman. Cette donnée, sachez-le, dans le monde actuel ne se suffit plus en elle-même. Il faut lui adjoindre des raisonnements, des probabilités sur la base d'interprétations implicites. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la Mauritanie et qui ne connaît l'islam qu'à travers les médias, cette déclaration en apparence anodine peut avoir une toute autre signification.
En lisant l'article, on comprend qu'en réalité, les propos sont ceux du conseiller aux affaires politiques de l'ambassadeur américain en Mauritanie, un certain Ousmane Cissé, qui intervenait à l'ouverture de l'atelier de restitution organisé à Nouakchott par l'association mauritanienne Je m'engage, suite à sa participation au sommet de la Maison-Blanche sur l'extrémisme violent en mars 2015. Alors, Nahera, qu'a dit exactement monsieur l'ambassadeur? On ne peut pas qualifier l'islam de modéré ou d'extrémiste. L'islam est ce qu'il est, il n'a rien à voir avec l'extrémisme, a tenu à préciser l'ambassadeur cité par Ousmane Cissé. Selon ce dernier, il est normal d'avoir une idée extrémiste. Il en veut pour exemple le fait d'être contre le capitalisme sans pour autant passer par la violence. Qu'on se rassure donc, le titre n'était en rien révélateur du contenu. L'ambassadeur américain, par la voix de son conseiller, voulait tout simplement dire que l'islam n'est ni modéré ni ou extrémiste. Ce sont les personnes qui se considèrent musulmanes qui le sont ou pas, ou qui le deviennent ou pas. L'atelier où ces paroles ont été recueillies et très mal rapportées est l'œuvre d'une association de la société civile qui a compris que l'isolement familial, social, économique et culturel génère en général des frustrations terribles qui peuvent conduire certains à se radicaliser et à tomber dans l'extrémisme violent. Retournons à la source, j'ai envie de dire, Nahera. Quelle est la place de l'islam en Mauritanie? L'islam est la religion d'État en Mauritanie, principe affirmé dans la Constitution dès l'indépendance du pays. La révision de 1991 stipule même que les citoyens sont musulmans. Entendez, il n'y a pas de Mauritaniens non musulmans. C'est donc un fondement de notre identité nationale. En creusant plus loin, on découvre que les Mauritaniens sont sunnites, ce qui, outre le désaccord doctrinal d'avec le chiisme, veut surtout dire une absence totale de clergé. Ensuite, que nous nous réclamerions de l'enseignement de l'une des 4 grandes écoles de l'islam, le malikisme. Quelle est la spécificité de l'enseignement d'Imam Malik? Cette école diffère essentiellement des 3 autres par les sources qu'elle utilise pour déterminer la jurisprudence. Si les 4 écoles utilisent toutes le Coran, la Sunna, ainsi que l'Ijma, le consensus des compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, et les analogies, Qiyas, le malikisme utilise également les pratiques des premiers habitants musulmans de Médine comme source de jurisprudence islamique et fait grand cas de la tradition du prophète, que la paix soit sur lui, tout en prenant en considération l'intérêt général. Des Mauritaniens sont aussi membres de confréries religieuses. Les plus représentées en Mauritanie sont la Qadiriya et la Tijaniya, qui sont essentiellement d'essence soufis. Une fois que l'on sait cela, on ne pourra pas ignorer que par les temps qui courent, des Mauritaniens sont aussi membres de groupes terroristes, dont l'extrémisme n'est plus à démontrer. Cette réalité qui doit nous affecter n'est pas immuable. L'ambassadeur américain en Mauritanie l'a compris, les fondateurs de l'association de la société civile mauritanienne Je m'engage l'ont compris. Gageons que cette réalisation atteindra toute la société mauritanienne. Vous encouragez donc, cher Nahera, l'association Je m'engage. Qu'en est-il réellement des idées? Il ne faut cependant pas négliger que certaines idées extrémistes, même si elles s'expriment d'une façon non violente dans l'espace public, n'en sont pas moins dangereuses pour autant, voire complètement néfastes pour des mentalités affaiblies et vulnérables. Sans compter que des idées extrémistes, quand elles peuvent s'exprimer en toute liberté, conduisent forcément à la possibilité d'adhésion de ceux qui peuvent être séduits par elles. C'est une opportunité que nous offrons à ces idées de se normaliser dans le débat public et à son public le cadre et l'organisation dont ils ont besoin. C'est un peu contre-productif. Et la morale de cette chronique pour finir, Nahera? La Mauritanie a connu par le passé, sous un régime militaire, ce que les velléités vertueuses d'un dirigeant, dans la compréhension de sa religion, ici l'islam, pouvaient apporter en termes de gestion pragmatique d'un pays. Pas grand-chose à vrai dire, à part des mains coupées, des peines de mort appliquées à tort et à travers, et une crainte généralisée de la population. Si c'est ainsi que l'on conçoit qu'une société musulmane doit être dirigée, il n'est pas étonnant que les populations souhaitent suivre d'autres modèles d'organisation de la société. Aussi, nous gagnerions, je pense, à affirmer clairement nos positions sur ces questions afin d'épargner à monsieur l'ambassadeur américain ce travail de relations publiques pour l'image de la Mauritanie. C'était le kiosque de Rémi avec Nahera Saint-Père. Nahera, je rappelle qu'on peut vous écouter également sur rmiinfo.com dans la rubrique Chronique de Nahera. Nahera, merci, à bientôt. Merci à vous. J'accueille à présent sur le plateau de Regarde ailleurs, monsieur Internet, vous connaissez la formule, chers auditeurs, ça clique, ça like, ça tweet. Vous avez bien sûr reconnu monsieur Amadou Kane, monsieur Actu des réseaux sociaux. Amadou Kane, bonsoir. Bon, Seydou, laisse-moi au moins le temps de sniffer ma drogue. Merde alors. Allez, c'est parti. Ça clique, ça claque, ça sniffe. C'est l'actualité de la Mauritanie via des réseaux sociaux. Même si de temps en temps, je me permets de m'éloigner un peu de ma mission première pour vous parler d'autres choses.
Alors, c'est quoi cette autre chose, M. Khan? Oui, mes chers auditeurs, vous l'avez remarqué, le mois dernier, nous n'avons pas pu vous proposer votre émission Regarde ailleurs et pour cause, notre rédacteur en chef, Seydouane, s'est tortillé le derrière ou le devant, ça dépend de vos goûts, pour nous dénicher un invité Tiapato, autrement dit mort. L'histoire de rééquilibrer les choses, même si je le soupçonne de vouloir brancher Nada à quelqu'un, rien que pour emmerder Abdoulaye Sy, qui semble-t-il a mis une option sur toutes les filles de cette radio, n'est-ce pas Naira? Parce que les messages subliminaux du genre, les chroniques de Naira, ce sont mes somnifères et que je ne peux pas dormir si je ne les écoute pas. Si ce n'est pas des appels de pied, ça, je ne vois pas autre chose. Alors tout ça va très très loin, M. Khan. Snif, excuse-moi, Seydou, c'est que cette drogue venue tout droit de Venezuela, pardon, de Nouakchott me fait du bien. Elle me fait déborder de ouf, elle me fait divaguer. Mais revenons sur ces étranges annulations en cascade des émissions du mois dernier. Je disais donc, notre invité, dont j'ai l'interdiction de citer le nom dans cette radio, puisqu'il s'agit de lui, nous a tout simplement menacé d'aller en justice si nous diffusons ces images et son interview qu'il a consciencieusement enregistré au studio avec nous. Et pourquoi n'était-il pas content? Tenez-vous bien, ce petit plaisantin trouvait que ma chronique et celle de Naira étaient trop critiques vis-à-vis du président Aziz. Non mais allô quoi, comme dirait Nabila version mauritanienne. Rime croisé aussi était annulé. Snif, mon Dieu, quelle est bonne cette poudre blanche. Bon, j'en étais où? Oui, Rime croisé aussi n'a pas eu lieu en janvier. Alors là, une histoire à dormir debout. À moins que Youssouf Chadi, notre animateur de Rime croisé, ait eu sa part de poudre blanche avant tout le monde ici, car je ne suis pas convaincu de l'explication. J'étais tranquillement chez moi quand Seydou m'appelle pour me dire que Youssouf ne pourra pas faire Rime croisé, car tenez-vous bien, il aurait des palpitations. Non, 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 Youssouf, c'est bien. C'est bien d'aller se faire palper de temps en temps au bois de Boulogne, mais pas à la veille de l'enregistrement de Rime croisé. En tout cas, l'histoire ne nous dit pas si Youssouf s'est fait palper par l'invité lui-même ailleurs, car j'ai appris plus tard que lui aussi n'était pas disponible pour ce jour-là. Heureusement que Dina était là pour Solidairement. Oui, heureusement, elle a sauvé la mise avec Solidairement avec la baleine, la dauphine de Miss Mauritanie France 2016. Bref, Dina, c'était une façon pour moi de te rendre hommage et te souhaiter le bienvenu dans Rime croisé. Bon, c'est quoi cette histoire de drogue dont tu nous parles depuis tout à l'heure et qu'on ne comprend pas grand-chose? Pardon, Seydou, j'ai un coup de fil là, j'ai reçu un coup de fil très important. Je pense un téléphone à la radio, c'est sûr? C'est celui de Raïs. Enfin, il faut que je réponds, taisez-vous. Hein. Allô, monsieur le Raïs. Oui. Vous voulez que j'arrête immédiatement cette chronique? Oui, mais je veux bien quelque chose en échange. Hein. Je veux quoi? Je suis d'accord si vous doublez ma part de poudre blanche, sinon rien. Bah alors, je continue alors. Me dis pas, Seydou, que tu n'es pas au courant de cette histoire de cocaïne. Allez, fais genre que tu n'as pas reçu ton kilo de poudre. Hein. Tout le monde en a reçu en Mauritanie. On me dit que la République entière sniffe à nos jours. Nos boulangers n'utilisent pas que de la farine de maïs. D'ailleurs, vu comment mon père divaguait ce matin au téléphone, je me dis bien que ma mère a un peu exagéré sur la quantité de farine nouvellement reçue des mains du président pour préparer son domoda ce midi. Bravo à ta mère, elle reçoit du domoda. Je sais plus, je suis perdu dans ma chronique. Monsieur Khan, que nous reste-t-il? Bon, sur ce, je vous laisse car j'ai 2 kilos de coke à réceptionner à l'aéroport d'Orly aujourd'hui, à 23h. Tu iras tout seul, je ne t'accompagne pas. Aucune personne de cette radio ne t'accompagnera. C'est une obligation pour les Mauritaniens de sniffer en ce moment. Bon, nous on évitera. C'était Actu des réseaux sociaux avec Amadou Khan. Amadou Khan, merci, à bientôt. Merci, Seydou. Vous écoutez Regarde ailleurs sur rmi-info.com. Voici venu questionnaire A. Je rappelle le principe du questionnaire A. Il est simple. Il suffit de répondre à un maximum de questions sans trop réfléchir. Et je vais te tutoyer vu que c'est la règle de la rubrique. Oumar Diagne, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Est-ce que tu peux dire bonjour à Sonic? Andofame. Merci bien, c'est bien ça. Tu as Idriss Déby au téléphone. Que lui dis-tu? Qu'il a mal travaillé. Même s'il est président de l'UA? Même s'il est président. Abdelaziz et Ban Ki-moon vous invitent le même jour, à la même heure. Lequel des invitations vous décrivez? Je ne partirai pas, les deux. Les deux, vous n'irez pas. Non. Quel livre vous recommanderiez aux jeunes Mauritaniens? Baudelaire. Rien que ça, les fleurs du mal. Fleurs du mal, Spleen, prose, les textes de Baudelaire. Sinon Camus, c'est mon auteur préféré quand même. Camus, c'est mon auteur. Ça se sent même dans le livre. Entre la polygamie et la série, vous choisissez. Entre la polygamie et la série. Série, bon, je suis contre les deux.
Quel prénom vous ne pourrez pas donner à votre fils? Pete Bota. Une chanteuse bédane que vous pourrez écouter pendant j'aime des heures. beaucoup. Maluma, j'aime beaucoup Maluma. On te demande de renommer l'aéroport Umtunsi. Quel nom? C'est quoi l'aéroport Umtunsi? C'est le nouvel aéroport de Nouakchott. D'accord. Mandela, carrément. Quel plat cuisinerais-tu à une femme pour la séduire? Le hako. Carrément. Enverrais-tu des exemplaires de ton prochain livre au parti politique mauritanien? Non. Peux-tu dire merci en Wolof? Djaradjeuf Oumar Diagne, merci d'avoir répondu au questionnaire. Merci à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser aux Mauritaniens ou à tout le monde qui regarde notre émission? J'espère que c'est toute la conscience africaine à laquelle je fais appel. Je pense que l'Afrique souffre d'une absence de conscience, simplement. Merci, j'espère bien que votre appel à la conscience sera entendu. Merci d'avoir été des nôtres, Oumar Diagne. Et merci de m'avoir invité. À bientôt et revenez quand vous voulez. À bientôt, avec plaisir. Et je vous félicite du travail que vous faisiez. Et si beaucoup de jeunes s'engageaient autant, j'espère qu'on avancerait un peu plus. Merci bien, je suis sûr qu'on avancera plus parce que les choses se font aussi bien en Mauritanie qu'ici en France et un peu partout dans le monde. Regarde d'ailleurs, c'est presque terminé. Merci à notre invité Oumar Diagne. Je vous rappelle que votre livre s'intitule Serengeti à l'ombre du mal, qu'il est accessible par Internet et un peu partout où on le veut, on peut le trouver. Il propose des... Voilà, donc Serengeti à trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci à Amadou Khan, à Naira Samper, à Nadal Wakaf, à Seta Kamara et à Matsal. Merci également à Bassoulé qui nous écoute, on est sûr, à Nouakchott. Merci à Abdoulaye et Christophe Albert pour la technique. Bien sûr, merci à vous, à chers auditeurs, d'avoir écouté Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Vous pourrez écouter tout le temps sur le site rmiinfo.com. Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde d'ailleurs avec Saïdou Anne.